Ben, bonjour tout le monde. En fait, c'est ça, moi, je ne suis pas du tout là, une conseillère vigne, je suis vraiment une conseillère petits fruits, mais nous, là, dans les petits fruits, c'est vraiment une vraie plaie. Le scarabée, là, il se nourrit il va attaquer les fruits, dans le framboise, dans le bleuet. C'est pour ça qu'on s'est penché un peu sur la question. Puis, dans le fond, on vous en parle aujourd'hui. Comment je change? OK. Dans le fond, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment mettre la table pour les autres présentations. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment présenter qui est-il? Donc, sa biologie, d'où il vient, sa répartition, son cycle de vie, ses hôtes et dommages. Puis, je vais commencer à faire un petit survol des moyens de lutte par la lutte culturelle et la lutte physique. Là, je vous avertis d'avance, c'est une présentation que j'avais montée pour les petits fruits. J'essaie de l'adapter là, pour la vigne, mais ça se peut là, qu'il y ait certaines parties là, qui fassent référence à des petits fruits, là, pas d'offense ici. Donc, qui est-il? Donc, notre scarabée, on le connaît bien. Donc, son nom latin, c'est Popillia japonica. C'est un coléoptère de la famille des scarabéidés. C'est un gros insecte, donc l'adulte va faire entre 8 et 11 millimètres. Il va avoir la tête, le thorax, l'abdomen et les pattes qui vont être vert métallique. Ses élytres, donc son dos va être brun cuivré, puis il va avoir 12 touffes de soie blanche sur le pourtour de son abdomen. L'adulte va vivre environ 40 jours, puis la femelle va se reproduire dès qu'elle va émerger du sol. Elle va pondre environ entre 40 et 60 œufs dans sa vie. Elle va généralement choisir un site de ponte qui va être à proximité de son site d'alimentation. Elle va préférer des sols qui vont être humides, légers, engazonnés et aussi exposés au soleil. Pour la larve, ben, on les reconnaît bien, là, ça fait partie de nos fameux complexes de vers blancs. Donc, comme tous les vers blancs, là, on reconnaît que c'est une grosse larve, entre 13 et 16 millimètres. C'est vraiment son corps va être en forme de C, de couleur blanc-crème. La tête va être brun-orangé et on va voir trois paires de pattes, six pattes. Au cours de son développement, la larve il va avoir trois stades larvaires, passer de petites larves à une plus grosse larve. Puis comme je le mentionnais, ben, ça fait partie de nos complexes de vers blancs. Donc, comment on peut les différencier? Ici, je vous ai mis deux autres coléoptères qui font des vers blancs, là, mais il y en a plusieurs autres. Je vous ai mis ici le scarabée du rosé et le scarabée commun qui fait vraiment, le scarabée commun, le hanneton commun qui fait des vers blancs. Donc, comment on peut les différencier? C'est vraiment en regardant là, au bout de l'abdomen, au bout de la larve, finalement. On va voir qu'il va y avoir une rangée d'épines qui va être en V pour le scarabée japonais, tandis qu'il va être un peu différent pour les autres. On peut voir le hanneton commun, le scarabée du rosier, c'est vraiment un peu plus parallèle. Puis là, ça a l'air un petit peu ésotérique comme ça, là, mais une fois qu'on se fait l'œil, là, c'est facile à différencier dans le sol. Donc, d'où vient-il? Ben, sans surprise, il est originaire du Japon. Il a été introduit accidentellement au New Jersey en 1916. Donc, ça fait plus de 100 ans là, qu'il est sur le continent. Suite à son introduction, il y a eu beaucoup d'efforts d'éradication. Donc, il y a eu beaucoup de traitements insecticides. Il y a eu l'introduction d'environ 49 ennemis naturels là, de l'Asie, de l'Australie. On essayait vraiment de le contrôler au point d'arriver. Puis bien sûr, ben, ça n'a pas fonctionné, ce qui fait qu'il a continué de se répandre là, sur le continent, surtout dans l'Est, avec les mouvements humains. On a eu une première mention au Canada, on dit Nouvelle-Écosse en 1939, mais le plus vieux spécimen dans une collection serait en Ontario en 1929. Au Québec, donc en Montérégie, la première mention est à la colle en 1939. Puis on estime que les populations sont établies là, dans le sud du Québec depuis 1996. Il faut savoir que le scarabée, c'est un organisme qui est réglementé au Canada, donc principalement pour le transport de plants avec du sol vers des zones qui sont exemptes, là, surtout l'ouest du pays. Si on regarde un peu sa répartition mondiale, ça, c'est des données du site e-Naturalist. Dans le fond, c'est des données citoyennes. Donc, on peut voir que le scarabée était présent en Asie, où il est originaire. Il y a un foyer en Europe, surtout en Suisse, en Italie, là, ça commence à être très problématique de ce côté-là. Il y a quelques petits foyers un peu partout, mais on voit qu'il est très, très présent là, dans l'Est des États-Unis et du Canada. Puis depuis quelques années, il y a des foyers sur la côte ouest américaine et canadienne. Ça crée quand même là, beaucoup d'inquiétudes. Au Québec, on voit qu'il est très, très présent dans le sud du Québec. Puis si vous venez du Québec, là, vous savez qu'il est là depuis un petit bout et qu'il est très problématique. Mais il remonte chaque année là, vers le nord en suivant le fleuve Saint-Laurent. Il est établi dans la région de Québec, l'île d'Orléans, dans ce coin-là. On commence à le voir quand même. Puis la mention la plus au nord, c'est Sainte-Anne-de-Beaupré. Il y a eu une première mention en septembre 2023 à la TUC. Donc, on voit qu'il peut quand même se répartir beaucoup. Si on regarde un peu son cycle de vie, donc là, c'est les bleuets, mais on s'entend, là, c'est un peu la même chose pour les vignes. Donc, le scarabée va faire une génération par année, mais certains chercheurs là, disent qu'il y a une partie de la population qui pourrait faire leur cycle sur 2 ans. Donc, le scarabée va hiverner au deuxième ou troisième stade larvaire, donc vraiment une plus grosse larve.
Puis quand les températures vont atteindre environ 10 degrés, là, les températures de sol, la larve va sortir de diapause, puis elle va commencer à remonter à la surface pour se nourrir de racines, principalement de graminées. Elle va se nourrir pendant 4 à 8 semaines. Après une courte pupaison, bien, l'adulte va émerger. Donc, c'est souvent le fin juin, début juillet là, qu'on voit les premiers adultes émerger. Ensuite, ils vont s'alimenter sur nos plantes hôtes, surtout en juillet à août, mais on voit quand même encore là, souvent des adultes pour la première partie de septembre. Pendant ce temps-là, la femelle va les pondre dans le sol, donc dans les 20 premiers centimètres du sol. Puis pendant toute sa durée de vie, elle va faire des allers-retours entre son site de ponte puis où elle s'alimente. Donc, elle va faire ça là, environ une douzaine de fois là, dans sa vie. Environ 2 semaines après la ponte, la larve éclore finalement. Puis, les larves vont se nourrir de racines encore là, pour tout l'automne avant d'hiverner encore là, dans les 5 à 10 centimètres dans le sol. Puis, s'il fait plus froid, en bas de moins 13 degrés, bien, ils vont descendre plus creux là, jusqu'à 20-25 centimètres. Ça, c'est le cycle actuel de ce qu'on connaît. Par contre, selon le scénario de changement climatique là, qui avait été fait avec l'équipe d'Annabelle Ferlage à l'IRDA, selon l'horizon 2050 en Montérégie, le début de la ponte du scarabée japonais serait devancé de 10 à 22 jours. Le pic aussi serait devancé de 23 à 36 jours. Puis la durée de la ponte là, serait diminuée de moitié. Maintenant, pour les autres dommages, la larve, elle va se nourrir surtout de racines de graminées. Théoriquement, elle pourrait aussi s'alimenter de racines d'autres plantes, mais elle semble assez là, spécifique aux graminées pour le moment. Puis c'est dommage, c'est vraiment ce qu'on voit, là, les brunissements en plaques là, qu'on voit sur les gazons. Pour l'adulte, ben ça, c'est un peu différent. Il est très polyphage. Donc, il va se nourrir de plus de 300 espèces de plantes hôtes, beaucoup des rosacées, des érables, des tilleuls. Puis, la vigne là, est très, très attractive pour le scarabée. Puis, de nous, en petits fruits, là, bleuets, framboises, là, c'est assez populaire. Donc, le scarabée peut s'attaquer à toutes les parties de la plante, mais pour la vigne, c'est principalement le feuillage qui va être atteint. Ils vont manger là, la feuille entre les nervures, ce qui va donner un aspect un peu de squelette à notre feuille. Ça pour amener une réduction de la vigueur de nos plants. Il y a aussi un chercheur qui disait que ça pouvait réduire possiblement l'endurcissement au froid des bourgeons primaires pour les jeunes plants s'il y avait plus que 10 à 20 de défoliation cumulative. Ça pourrait aussi théoriquement amener une réduction de rendement, mais ce que j'amène ici, c'est que les dommages sont parfois difficiles à évaluer en vigne par rapport à nous, en framboise, où ils s'attaquent aux fruits. C'est plus difficile vu que vous enlevez déjà du feuillage, ça fait beaucoup de feuillage, donc c'est pas toujours facile. Puis il y a aussi une différence selon les cépages. Le scarabée, c'est un problème qui est exponentiel parce que dans le fond, les premiers adultes vont être attirés par les plantes. Une fois qu'ils commencent à consommer la plante, la plante va libérer des composés volatiles qui, ça va attirer encore plus de scarabées. Aussi, ben, les mâles vont être attirés par les phéromones sexuels des femelles. Puis aussi, ben, généralement, ils vont se déplacer sur de courtes distances, mais ils peuvent voler jusqu'à 8 km quand il y a des vents favorables. Donc, on s'entend que le party peut prendre assez rapidement sur nos plats. Ils sont aussi très voraces. Donc, ils vont se nourrir, être actifs là, dès le milieu de l'avant-midi quand ça se réchauffe, jusqu'à tard en après-midi. Ils peuvent même se nourrir la nuit quand les températures sont supérieures à 15 degrés Celsius. Maintenant, on embarque un peu dans les méthodes de lutte physique et culturelle. Donc, la première, qui est assez simple aussi, c'est de rendre l'environnement moins intéressant. Donc, la théorie, c'est d'éliminer toutes les mauvaises herbes qui seraient plus attractives, comme le framboisier sauvage, le mûrier, la vigne vierge. Par contre, c'est quand même difficile dans la pratique parce qu'on a vu, là, c'est un insecte qui est très polyphage, donc il faudrait quasiment enlever toutes les mauvaises herbes. Puis on se rappelle aussi, là, la vigne est très, très, très attractive pour le scarabée, donc ils vont quand même là, souvent se rendre jusqu'à notre culture. On pourrait aussi avoir une hauteur de coupe de notre gazon un petit peu plus haute en période de vol, de ponte, pour décourager un petit peu la ponte. Ensuite, il y a aussi le retrait à la main des scarabées. Donc, ça consiste à prendre les scarabées puis à les mettre dans l'eau savonneuse. Par contre, il faut le faire dès l'apparition des premiers adultes parce qu'on ne veut pas que notre plant, là, justement, émette des composés volatiles qui en attirent d'autres. C'est un moyen qui est efficace. Par contre, il faut le répéter tous les jours. C'est quand même très, très énergivore en temps. Donc, c'est moyennement envisageable à l'échelle commerciale. Maintenant, les filets d'exclusion. Bien, ça, c'est une méthode qui est efficace. Donc, comme c'est un gros insecte, le scarabée, bien, la majorité des filets anti-insectes qu'on a sur notre marché vont fonctionner. Puis souvent, on va choisir nos mailles en fonction de notre plus petit ravageur de notre culture. Il faut idéalement les installer avant leur arrivée. Donc, je marque si possible parce que je sais qu'Evelyne me disait qu'il y avait encore des interventions à faire là, sur les plants quand le scarabée arrive, là, de l'effeuillage et tout.
mais idéalement, on veut éviter d'emprisonner nos scarabées en dessous des filets, parce que ça empire le problème. Je mets aussi de faire attention aux larves hivernantes. Comme là, on peut voir sur la photo, les filets sont vraiment attachés sous les plantes, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais nous, on voit souvent là, des monoblocs où si vos filets touchent par terre, ben, il peut y avoir des larves des adultes qui vont émerger du sol de larves qui étaient là présentes sur place. Donc, il faut penser à faire une combinaison de traitements si c'est notre cas. Les filets d'exclusion, bien sûr, ils peuvent être dispendieux, mais on peut opter pour des filets qui sont plus durables. Donc, il y a plusieurs qualités dans tout ça, là. Donc, on peut choisir des matériaux qui durent dans le temps. Donc, on amortit un peu nos coûts sur le temps. Puis, je vous mentionne qu'une aide financière là, par Primevert sous volet 1.1 qui couvre 50 des dépenses, plus une bonification de 15 si vous êtes bio ou de la relève. Ça vous prend une recommandation là, de votre conseiller. Si vous voulez plus d'informations sur les filets d'exclusion, je vous invite à consulter. Il y a la fiche technique et une vidéo sur l'installation des filets qui ont été faits là, tous les deux par le CETAB. Je vous ai mis les liens là, en bas de la diapo. Si vous voulez aller voir, là, c'est très bien fait. Maintenant, notre fameux piégeage massif, cette question de tous les temps, là, vous reconnaissez ces pièges-là, c'est les pièges de type expando, donc les pièges verts et jaunes qui ont un double attractif. Donc, un attractif qui est à la base à la fois de composés floraux volatiles et de phéromones sexuels synthétiques. On le sait, là, c'est très, très, très attractif. Par contre, il y a vraiment des avis divergents sur son efficacité. Donc, il y en a qui disent que ça empirerait le problème parce que dans le fond, il y aurait un effet de débordement. Ce qui fait que le piège attirerait plus de scarabées dans la zone générale du champ. Puis ces scarabées-là, ils ne se prendraient pas tous dans le piège. Donc, ça augmente notre infestation. Il y a eu un essai préliminaire qui a été fait en bleuetière cet été où il y avait des pièges placés dans la bleuetière, donc à l'intérieur. Puis c'est ça qu'on a vu, là, qu'il y avait plus de scarabées puis plus de défoliation quand nos pièges étaient placés dans la culture par rapport aux témoins sans piège. Par contre, il y a eu des essais qui ont été faits au Missouri, là, toujours en bleuetière, je m'excuse, là, mais qui ont démontré qu'il y avait plus de scarabées sur les plants. Puis les dommages étaient négligeables quand ils utilisaient des pièges commerciaux modifiés. On le voit là, dans le bas de l'écran, là, ils ont vraiment modifié avec ajouter un bas ou soit même une espèce de poubelle pour augmenter la capacité des pièges. Puis, ils installaient ça là, en périphérie, donc vraiment hors du champ. Ça avait bien fonctionné. Donc, il y a vraiment beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qu'on piège ou pas? Ça, c'est la question. Mais comme on peut voir, il y a encore beaucoup de questions. C'est jamais clair. On a des témoignages aussi que ça fonctionne ou pas. Donc, par contre, si on envisage de piéger, ben, c'est super important de ne pas mettre les pièges à l'intérieur de la culture. Donc, vraiment les mettre aux périphéries du champ, puis on va essayer de la mettre le plus loin possible de la culture. Si possible, on va aussi en placer dans le sens des vents dominants pour essayer de les intercepter avant qu'ils atteignent notre culture. Important de vider vos pièges aussi là, régulièrement pour pas que ça déborde. Puis aussi, ben, quand les scarabées se décomposent, ben, ça fait une odeur, puis ça le rend moins attirant. On peut aussi essayer d'augmenter la capacité des pièges. Donc, ça, c'est une chose qu'on pourrait voir. Puis, super important aussi d'éviter d'utiliser ces pièges-là si le scarabée n'est pas vraiment un problème sur votre ferme encore. Donc, on ne veut pas les attirer. On veut vraiment là, gérer si on a une grosse population, mais on ne veut pas se créer des problèmes. Donc, on a encore là, besoin de recherches supplémentaires là, sur le nombre de pièges et tout ça. Maintenant, les bandes trappes. Il y a eu un projet qui a été fait au ciel, donc au Carrefour industriel et expérimental de la Naudière, en vignoble, où ils ont testé deux types de bandes. Donc, il y avait des bandes trappes pour attirer les scarabées japonais, donc les éloigner du champ et les mettre dans la bande, ou des bandes attractives pour parasitoïdes du scarabée. Donc, vous avez la liste là. Puis les conclusions du projet, bien, dans le fond, la bande florale n'a pas eu vraiment d'impact puisque la pression du scarabée était soit trop faible, soit trop élevée selon les sites. Puis il y avait aussi des défis là, liés à l'implantation et l'entretien des bandes florales. Par contre, moi, je mets juste un petit bémol par rapport à ce projet-là. C'est un projet de 2 ans, donc ça laisse vraiment peu de temps à vraiment établir une écologie sur notre ferme, surtout pour les parasitoïdes et tout ça. Puis, c'est quand même difficile de compétitionner si notre culture principale est très attractive. Donc, c'est dur de les emmener dans une bande à côté si déjà à la base, ben, notre culture, c'est de la drogue dure finalement. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce projet-là, je vous ai mis le code QR là, pour vous rendre au rapport sur AgriRéseau. Pour terminer, ben, en rafale, quelques méthodes qui ont été testées, mais qui se sont avérées pas efficaces. Donc, premièrement, il y a les lâchers de mâles stériles qui ont été testés dans les années 60-70. Par contre, comme ils utilisaient là, des adultes qui émergeaient pour les stériliser, ben, l'effet n'était pas assez actif pour éliminer les populations indigènes. Ils ont aussi des essais sur des répulsifs anti-appétants, un peu comme le neem, l'ail, qui ont été testés. C'est super efficace en labo, mais ils se sont rendus compte que plus on faisait des applications répétées, plus il y avait un phénomène d'habituation. Donc, il devient désensibilisé, puis dans le fond, l'effet n'est plus là.
Puis quand ils l'ont testé à grande échelle là, dans un verger, bien, il n'y avait pas de réduction des dommages sur les plants. Puis je vous parle du géranium parce que ça a été à la mode il y a quelques années, là. Le géranium, pourquoi on en parlait, c'est que quand que le scarabée s'en nourrit, ça crée une paralysie temporaire. Ça va augmenter sa vulnérabilité là, à la dessiccation, donc s'il fait chaud ou s'il fait sec, puis à la prédation des oiseaux et tout. Par contre, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les femelles, même si ça les paralyse, ben, ils vont continuer de se nourrir pareil du géranium. Donc, on ne les juge pas, là, mais c'est ça. Puis que quand ils l'ont testé à grande échelle, justement, il n'y avait pas de réduction des dommages à la culture. Donc, c'est une fausse bonne idée, finalement, le géranium. Donc, maintenant, ben, le dernier item, c'est l'effet du couvre-sol. Puis pour ça, ben, je vais passer la POC à Caroline Provost. Donc, ça fait le tour pour moi. Je voudrais vous dire merci, puis je laisse Caroline prendre le relais.